10 octobre 2015, 4h30 du matin, cela fait 27 minutes que Jade, une petite fille de 2 ans et 9 mois, est en arrêt cardiaque. Dans la chambre de réanimation, son petit corps ne répond plus. Et selon les médecins présents sur place, c'est déjà trop tard. À partir de cet instant, Jade est laissée pour morte. Mais seulement 2 minutes plus tard, l'espoir renaît car son cœur bat à nouveau. Sauf que ce retour à la vie a un prix, le handicap. Jade ne parle plus, elle ne tient plus sa tête. Elle, qui était une petite fille pleine d'énergie, vive, curieuse, en parfaite santé, devient cette nuit-là polyhandicapée pour le restant de ses jours. Une nuit où sa vie entière a basculé, mais surtout une nuit où tout aurait pu être évité. Car ce cauchemar n'est que le résultat d'une suite de négligences médicales. Aujourd'hui, je vous raconte l'une des plus grandes injustices de l'histoire médicale française. L'histoire de Christelle, une mère qui se bat pour sa fille Jade, mais aussi pour réclamer justice. Bienvenue dans Pure Santé Story. Avant de nous plonger dans cette nuit de cauchemar, je souhaite remercier le professeur Philippe Imbert de nous avoir mis en contact avec Christelle. Vous verrez qu'il joue un rôle précieux dans cette histoire, je vous en reparle en fin d'épisode. Mais pour le moment, j'aimerais qu'on revienne sur les jours qui ont précédé cette fameuse nuit de cauchemar. Jade a 2 ans et 9 mois, c'est une petite fille vive, éveillée, jamais malade. Du genre à courir partout et à rire pour un rien. C'est la définition même de l'insouciance. Quant à Christelle, sa mère, eh bien, elle vient de commencer un tout nouveau poste. Le quotidien roule, malgré quelques soucis de santé de son côté. Bref, dans l'ensemble, on peut clairement parler d'une vie normale. Vous savez, cette vie que nous avons la chance d'avoir, mais que nous ne savourons pas assez. Et ce, pour la simple et bonne raison qu'on le pense qu'elle sera encore là demain. Ouais, vous voyez de quoi je parle, ouais. Et bien, c'est exactement ce que pensait Christelle quelques heures avant que le cauchemar ne commence. En 2015, donc avant que ça arrive à Jade, Jade c'était une adorable petite fille, pleine de vie, qui n'était jamais malade. D'ailleurs, on n'arrêtait pas de la comparer à ses frères et sœurs à la même période, à se dire elle est jamais malade, elle est pleine de vie. C'était vraiment une boule d'énergie. Il fallait vraiment avoir les yeux partout avec elle parce que elle était très vive. Jade, je l'ai eu un peu tard, hein, j'avais 42 ans, donc c'était mon 3e enfant et c'était que du bonheur. Voilà, elle était très en avance pour son âge. Voilà, elle demandait qu'une chose, c'est d'aller à l'école et malheureusement, voilà, c'est arrivé avant. 9 octobre 2015, 24 heures avant la nuit. Ce soir-là, comme tous les soirs, Christelle récupère sa fille Jade chez la nourrice. Mais cette fois-ci, quelque chose ne va pas. Jade se plaint de maux de ventre. Elle vomit. 1 fois, puis 2, puis 3. Son ventre se met à gonfler. Son regard se vide et surtout, elle n'avale plus rien. Même une simple cuillère d'eau, Jade n'en est pas capable. Évidemment, Christelle, sa mère, s'inquiète, mais pour le moment, elle pense à une simple gastro. Sauf que le lendemain, quand elle découvre l'état de sa fille, elle comprend que c'est bien plus grave qu'elle ne le pensait. Jade est amorphe. Son ventre gonfle de plus en plus. Cette petite, qui avait tendance à être une vraie pile électrique, n'avait plus la force de prononcer le moindre mot. Sa mère Christelle est désemparée. Alors, elle prend Jade dans ses bras, appelle son mari et prononce cette phrase que tous les parents redoutent. On va aux urgences, maintenant. On est arrivé aux urgences, on a été pris en charge tout de suite parce qu'il n'y avait personne dans la salle d'attente, ça je le précise bien, hein. Donc le personnel il était dispo, donc on nous a reçus en disant écoutez, ils ont mis un cathéter, ils ont essayé de faire des analyses, genre les analyses d'urine et tout ça, sauf que bon, Jade elle avait beaucoup de mal à s'allonger sur le brancard. Et il y avait un médecin qui l'a ausculté avec une autre équipe de jeunes, hein, on va dire, des internes, des externes. Comme c'est un grand hôpital universitaire, évidemment que vous avez énormément d'étudiants autour. Et donc ce médecin, il a dit, écoutez, moi je vous donne mon avis, mais en général on décide en équipe, il y aura le chirurgien qui viendra. Mais moi, d'après moi, je pense que peut-être c'est une occlusion, donc on va attendre l'avis du chirurgien. Il nous a fait un dessin sur un papier sur le brancard. Donc le chirurgien est arrivé et il nous a dit, écoutez, vous allez faire des examens. Donc on était parti pour faire une échographie qui était dans la pièce à côté, on était aux urgences pédiatriques, et une radio. Donc pour l'échographie, on a dû mettre 40 minutes. Pourquoi? Parce que Jade, elle n'arrivait plus à s'allonger sur le ventre. À chaque fois qu'on allongeait, elle faisait que aïe, aïe, et qu'elle avait des renvois, mais en fait, elle vomissait que de la bile, parce que, voilà, elle n'ingurgitait plus rien. Et elle était très, très douloureuse. Tant bien que mal, on a fait l'échographie, mais sans avoir le résultat, donc sans qu'il nous dise quoi que ce soit. En fait, le médecin qui a fait,
Il a fait son écho et il a dit je ne ferai pas mon médecin. Donc on est sorti de là, on est parti à la radio. Jade, qui était très vive d'habitude, là, elle ne tenait pas debout pour faire la radio. Donc pourtant, c'était un enfant qui courait partout. Donc il a fallu que qu'on la maintienne, moi et mon mari, sous les bras. Donc on a mis des tabliers, on l'a tenu pour faire cette radio. Aux urgences, Christelle s'attend à être rassurée. Comme tous les parents, elle pense qu'un médecin va poser un diagnostic clair, proposer un traitement adapté et surtout soulager immédiatement la douleur. Mais ce qu'elle découvre dans cet hôpital, c'est tout l'inverse. Car le chirurgien qui s'occupe de son dossier lui dit juste que c'est une simple occlusion intestinale et qu'il faut mieux attendre. Ouais, attendre. Comme s'il suffisait à Jade de mettre en pause sa douleur jusqu'au lendemain matin. Après, on est retourné dans le box où on était au tout début. Et le chirurgien, il est revenu, les mains dans les poches, en disant « Oh, écoutez, on va mettre une sonde nasogastrique et on verra demain ce que ça va donner. Mais si c'est une occlusion, ça va se défaire comme ça c'est... » Voilà. Donc nous, évidemment, on n'est pas des médecins, on croit ce qu'un professeur nous dit, parce que c'était un grand professeur en plus. Je lui ai fait confiance, parce que c'était lui le médecin. Mais j'étais quand même inquiète. Donc ça, c'était vers plus de 21h. Et j'ai demandé donc, au chirurgien, j'ai dit, écoutez, ce ne serait pas plus judicieux que vous la passiez au bloc. J'ai dit, c'est quand même bizarre qu'elle n'arrive pas à s'allonger et tout. Et lui, toujours avec ses mains dans les poches, il me dit, oh, vous savez, madame Gresser, on ne va plus au bloc comme on allait avant pour un oui, pour un non. Genre, vous inquiétez pas, je sais ce que je fais, je sais ce que je dis. 21h. On installe Jade dans un petit lit à barreaux. Pour les médecins, le plan est simple et surtout inchangé. Attendre. Rien de plus. Sauf que ce qu'il devait se passer se passa. Jade ne parvient pas à trouver le sommeil. Son ventre la fait souffrir. Tout le monde cherche à la calmer, mais c'est impossible, la douleur l'en empêche. Christelle appelle encore et encore l'infirmière pour calmer les douleurs de sa fille, mais tout ce qu'elle y gagne, c'est de se faire exclure de la chambre. Ils l'ont mis dans un petit lit à barreaux, et ils n'arrêtaient pas de lui dire « mais allonge-toi pour faire dodo », mais la pauvre, elle n'arrivait pas à s'allonger. Moi, j'étais d'un côté, le papa de l'autre. Et on a passé comme ça, mais un cauchemar toute la nuit, elle a passé à l'agoniser comme ça. Tous les 10 minutes, on demandait aux infirmières et aux internes de venir la voir. C'est ce qu'ils faisaient, mais complètement impuissants. Ils tournaient autour de son lit. À un moment, il y avait une infirmière qui nous a fait sortir. Il disait à Jade, Jade, tu déranges les autres enfants, il faut qu'ils fassent dodo, hein, tu arrêtes parce que tout le monde t'entend et les enfants ne peuvent pas dormir. Donc, elle nous a sortis de la chambre et elle a dû rester une vingtaine de minutes, soi-disant, pour essayer de l'endormir. Impossible, bien sûr. Hein. Donc après, on est rentré dans la chambre à nouveau en voyant qu'elle n'y arrivait pas. Et on est resté auprès d'elle comme ça toute la nuit et à voir déambuler toutes sortes d'internes et tout. Mais à aucun moment, il n'y avait plus de seniors, comme ils les appellent, ces fameux médecins qui, voilà, ils devraient être là parce qu'ils sont de garde. Hein. C'est quand même un week-end. Et donc, personne. 4h30 du matin, tout bascule. Et on s'est approché de la chambre et c'est là où on a vu Jade dans une chambre de réanimation et c'était en train de la réanimer. Pendant 25 minutes, Christelle et son mari n'ont aucune nouvelle de ce qu'il se passe dans cette chambre de réanimation. Ils entendent de l'agitation, comprennent que c'est grave, mais ne savent pas dans quel état se trouve Jade. Jusqu'au moment où Christelle obtient la réponse, de la pire des manières. Ce cauchemar, il a duré à peu près 27 minutes. Mais à la 25e minute, on a entendu le chirurgien dire à ce médecin réanimateur « faudra dire aux parents qu'on arrête le massage cardiaque, de toute façon c'est trop tard, il y a trop de dégâts, donc on ne pourra pas la ramener ». Et elle est sortie de la chambre, le papa est roulé par terre de douleur et moi aussi, on était en train de pleurer comme on devenait fou. Bien, on a essayé de se maîtriser un maximum parce que bon, je travaille dans cet hôpital, donc on n'a pas réagi avec violence, mais j'ai dit non, c'est pas possible, quoi. Elle est sortie, elle nous a dit on va arrêter le massage cardiaque parce que le professeur, il a dit que il y a peu d'espoir, et j'ai dit non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Je dis, moi, je travaillais à l'époque en gériatrie. Je dis, moi, j'ai travaillé avec des personnes âgées où on les masse des fois pendant 1 heure. Je dis, vous ne pouvez pas la laisser partir comme ça. Et du coup, ils nous ont laissé rentrer dans la chambre, moi et le papa. Et le papa, il était à sa tête et moi, j'étais à ses jambes. Et on l'a appelé, on lui a dit, Jade, reviens, tu sais, tu dois fêter tes 3 ans, tu dois voir le Pont Noël. Le Pont Noël, c'était le Père Noël. Et 2 minutes après, en fait, ils ont commencé à avoir du coup. Et ils ont dit, faites le silence parce que
On va essayer de la stabiliser. Certes, le cœur de Jade est reparti, mais ce n'est pas pour autant qu'elle est sortie d'affaire. Parce que pour le moment, elle doit passer au bloc opératoire. Pendant 2h30, les médecins vont tout faire pour stabiliser son état. 2h30 pendant lesquelles Christelle et son mari n'ont aucune nouvelle. Je vous laisse juste imaginer le stress de ses parents qui n'ont aucune idée de ce qu'ils sont en train de faire à leur fille. Donc pendant ces 2h30, évidemment, nous on était devant la porte du bloc à attendre et à pleurer, mais c'était l'horreur. Et on a appelé notre famille, j'ai appelé ma grande fille, à l'époque elle était en 3e année de fac de lettres, donc qui était à la maison avec mon fils. Et on a parlé un petit peu à tout le monde parce qu'on avait besoin de parler, et surtout c'est crier au secours, de dire mais bon sang, qu'est-ce qui nous arrive? C'est pas normal, on est en espace de quelques heures, vous êtes plus rien quoi. Et donc ils sont partis... Ils étaient au bloc et on a attendu. À un moment, on a ressonné en réanimation en disant écoutez, est-ce que vous avez des nouvelles? Comment ça se passe? Ça, c'était au bout de 2h30. Le même médecin réanimateur qu'on avait vu au tout début, cette femme, elle est ressortie et a dit écoutez, votre fille, elle a été opérée, ça va pour le moment. Il me dit on va la ramener dans la chambre de réanimation où elle était. Mais il va falloir que vous soyez courageux parce que vous n'allez pas la reconnaître. Le verdict tombe. Il est froid, clinique, sans appel. Jade est atteinte d'une paralysie cérébrale ainsi que d'une cécité corticale. Une cécité corticale, c'est quand les yeux fonctionnent, mais que le cerveau ne parvient pas à traiter l'information. Résultat, vous êtes comme aveugle. Bref, Jade n'est plus la même. Jade est maintenant polyhandicapée. Je n'ai pas pensé à l'handicap. Voilà, du tout. Du tout. Je me suis dit, voilà, c'est arrivé, elle va se réveiller, elle va être comme avant. Jamais je me serais imaginé qu'elle serait dans un état, donc dans un tel état. Et puis après qu'on a commencé, dès le lendemain, on a commencé à voir les médecins qui venaient la voir, et qu'ils ont commencé à dire, écoutez, voilà, ils ont commencé à dire, on parle de la paralysie cérébrale et d'une cécité corticale. Ça a été un peu plus tard parce qu'ils n'étaient pas sûrs d'eux. Mais au tout début, c'était paralysie cérébrale. Et après, évidemment, on a été un peu bombardé d'informations en disant, écoutez, il va falloir, maintenant, vous sortez de réanimation, vous allez dans le service de pédiatrie, et après, va falloir aller dans un centre de rééducation au plus vite, parce qu'il faut qu'elle récupère au plus vite. Après la réa, après la pédiatrie, vient le centre de rééducation. Christelle espère, elle veut croire qu'enfin, Jade va recevoir les bons soins. Ceux qui pourraient l'aider à retrouver un peu plus ce qu'elle était. Marcher, manger, tenir sa tête, voir, communiquer. Mais ce qu'elle découvre, c'est un système qui ne soigne pas. Tout est pensé pour gérer le handicap, pas pour en sortir. En France, on entretient les enfants handicapés. On les range dans des cases, dans des structures, dans des routines. Mais on ne leur donne aucune chance de progresser. Et ça, Christelle ne peut pas l'accepter. Alors elle cherche ailleurs. Elle entend parler de centres à l'étranger, plus modernes, plus humains, plus actifs, des lieux où on croit encore que chaque enfant peut évoluer. On s'est dit on va partir à l'étranger parce qu'en France on n'a pas de la rééducation intensive. Donc c'est toute une bagarre à expliquer aux gens qu'il y a des enfants qui réussissent et c'est grâce à ça qu'ils récupèrent. Et on est parti la toute première fois en 2019. On est venu en Slovaquie. Donc c'est le pays où je me trouve actuellement, pareil, pour de la rééducation intensive. Et donc à l'époque on était venu en 2019 pour travailler son tonus et vraiment qu'elle puisse engager la marche en toute sécurité. Et elle a beaucoup travaillé. Donc ici il travaille avec 3 kinés sur une personne. Donc l'enfant peut-être qu'il ne sait pas faire le geste, mais les adultes ils sont là pour lui faire faire et lui dire. Et donc même s'il ne parle pas français, il note sur un papier en disant lève le bras, plie la jambe, déplie la jambe. C'est que des petits ordres comme ça qu'ils vont donner à l'enfant, mais l'enfant comprend déjà. Donc il sait ce qu'il doit faire. S'il n'a pas la force de le faire, l'adulte il va le faire, mais à un moment, au bout d'un certain temps, l'enfant il intègre déjà, il percute ce que ça veut dire. Lève la main, plie la main, déplie la main. Et à un moment, on voit que l'enfant essaie de faire tout seul. Et c'est bien, c'est ça qu'elle a gagné, on va dire, en autonomie. C'est de savoir faire des gestes
de savoir s'étirer, de contrôler un peu son corps, de reprendre conscience de son propre corps aussi, hein, et corriger toutes ces choses qui ne vont pas, en fait, parce que c'est immense, hein. Un handicap comme la paralysie cérébrale et la cécité corticale, c'est vraiment deux trucs, mais c'est lourd à porter, hein. Alors qu'on se le dise, une histoire comme celle-ci peut briser une vie. Et Christelle n'a pas échappé à cette règle. Elle n'a plus de vie, presque plus de santé. Elle devient aidante à temps plein, mais aussi soignante, logisticienne, thérapeute, psy, maman. Elle court d'un rendez-vous à un autre. Elle gère les médicaments, les machines, les horaires de rééduc. Elle se bat pour des heures de kiné, pour un rendez-vous d'orthophonie, pour un transport médical. Elle se bat pour tout, tout le temps. Et pourtant, sa famille a éclaté. Sa fille aînée abandonne ses études pour aider, puis s'éloigne, épuisée, éteinte. Son fils se fait tout petit. Il s'efface, il retient ses émotions pour ne pas en rajouter. Son couple, lui aussi, bat de l'aile. Et pourtant, elle, Christelle, ne cesse de se battre pour sa fille Jade. C'est 10 ans de combat, et c'est 10 ans de combat sur tous les fronts, en fait, hein. C'est à chaque fois vous avez des obstacles, et tous ces obstacles, il faut apprendre à les franchir, et intelligemment de préférence, parce que c'est comme ça qu'on se sort le mieux. Et on apprend au fur et à mesure. J'ai tout appris sur le tas, mais Jade, elle a bien récupéré là-dessus, parce qu'elle se déplace avec un déambulateur, donc on vient de très très loin, hein. C'est d'un enfant qui tenait pas sa tête. Marcher avec un déambulateur, c'est déjà extraordinaire, donc ça c'est un truc qu'elle fait aussi dans la cour de l'école. Elle peut se déplacer en déambulateur, elle est en fauteuil roulant, et en même temps elle travaille beaucoup. Jade aujourd'hui, oui c'est vrai, elle lit en lettres capitales, et elle commence à lire en script, en espérant qu'elle y arrive. C'est fragile, mais il y a de l'espoir. Aujourd'hui, Christelle réclame justice, parce que ce qui est arrivé à Jade n'aurait jamais dû arriver. Mais le problème, c'est qu'elle mène un combat inégal contre un mastodonte, l'hôpital. Très vite, un fait crucial émerge. Plusieurs hôpitaux reconnaissent qu'il y a une négligence médicale. Des erreurs ont été commises, des décisions n'ont pas été prises et des signaux ont été ignorés. Bref, c'est une faute. Et pourtant, Jade n'est toujours pas reconnue comme victime. Et tant qu'elle ne l'est pas, il n'y a pas de compensation. Pas un centime. Alors, les soins à l'étranger, les thérapies spécialisées, les transports, les hébergements, les accompagnements, les heures de rééduc ne sont pas prises en charge. Tout est à la charge de Christelle. En 2016, on avait déjà commencé à avoir un avocat, on a eu des conseils, on a fait une expertise. Il y a eu quelques couacs avec la première avocate qui a été malhonnête. On avait un compte rendu d'expertise en faveur de Jade, elle avait jamais donné au juge. On s'est fâché, on est parti dans un autre cabinet d'avocats. On a demandé 2 autres expertises qui ont été faites, qui sont toujours en faveur de Jade, et ça va faire 10 ans et on est toujours au même endroit. On n'a rien eu, on a avancé beaucoup d'argent pour les expertises et on attend toujours la décision du juge pour avoir au minimum une provision, parce que nous ce qu'on a demandé c'est une provision pour pouvoir rééduquer Jade. Comme on a dit, il faut déjà qu'elle soit reconnue en tant que victime, parce que sur les expertises, c'est ce qu'ils disent, hein, qu'il y a eu un manquement de 100% de chance sur l'état de Jade. Donc, elle n'aurait jamais dû en arriver à ça. S'ils auraient agi dans l'urgence, elle restait 4 jours à l'hôpital, pas 6 semaines avec tous ces drames. J'aurais aimé terminer ce podcast avec une fin heureuse, mais malheureusement, aujourd'hui encore, Christelle n'a pas trouvé la paix. Elle n'a pas obtenu justice, elle n'a pas récupéré sa petite Jade d'avant, mais pourtant, elle n'a pas perdu la force de se battre. Pour elle, pour sa famille, pour Jade, mais aussi pour tous ceux qui pensent que ça n'arrive qu'aux autres. Soyez vigilants quand vous avez affaire à des services d'urgence. N'oubliez pas, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et posez un maximum de questions. Et aux médecins, faites attention et prenez le temps de vraiment retourner les choses dans tous les sens pour trouver un maximum d'informations et ne pas sacrifier une personne. C'est vraiment le plus important. Une vie n'a pas de prix. Avant de conclure cet épisode, je tenais à remercier chaleureusement le professeur Philippe Imbert. C'est lui qui nous a mis en contact, car aujourd'hui, Jade est sa petite protégée. Alors, merci professeur. Et d'ailleurs, si vous aussi, vous souhaitez être mis en relation avec lui, je vous laisse checker la description de cette vidéo, je vous explique juste comment faire. Le professeur, il est là pour nous aider un maximum. Moi, il m'a beaucoup aidé pour ma santé, mais il m'aide aussi pour Jade énormément. Et il a beaucoup de connaissances. Il ne parle pas à la légère.
il se renseigne tout le temps de ce qu'il va faire. Et quand il pense à quelque chose, il me dit attends, je vais aller vérifier, je vais parler avec un tel et tout, je t'apporterai la réponse. Et c'est encourageant parce que ça nous a évité peut-être beaucoup de soucis et beaucoup d'angoisse. Donc c'est grâce à lui aussi que Jade, elle va bien et que je suis quand même sereine, hein, on va dire, là-dessus, parce que je sais que c'est ma porte de secours, c'est lui, quoi. Et voilà, et c'est un sacré médecin. Et on espère en avoir d'autres comme lui, parce que c'est ce qu'il essaie de transmettre. Et voilà, c'est déjà la fin de ce deuxième épisode de Pure Santé Story. Merci sincèrement de l'avoir suivi. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et un commentaire, surtout que Christelle va tous les lire. Donc si vous avez un message à lui transmettre, c'est l'occasion. Bref, c'était Benjamin, à très bientôt.